Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le WAMcast et vraiment ravi car c'est le premier depuis le confinement. Alors bienvenue avec nous dans les locaux de WAM Référencement pour ce 9e podcast, et oui, déjà 9. Et avant de vous présenter les intervenants du jour, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et LinkedIn @WAMRef et nous écouter sur Aosha ou directement sur le site wam-référencement.fr. La thématique de ce WAMcast aujourd'hui, quelle est-elle ? Eh bien, elle est liée de près à l'actualité puisque nous allons revenir sur les conséquences du confinement sur les comportements des utilisateurs et voir ensemble toutes les modifications adoptées par Google. Et pour vous parler de tout ça, j'ai à mes côtés Olena, notre web analyste. Bonjour Olena. Bonjour Nicolas. Alors, faute de pouvoir sortir du territoire, c'est ton accent qui aujourd'hui nous fera voyager un petit peu, Olena. Florian est aussi à nos côtés, mais pas trop près quand même, distanciation sociale oblige. Salut Florian. Salut Nicolas. Et puis David est là aussi. Salut David. Salut. Tu as été contraint aujourd'hui de changer de place. Cette épidémie ne respecte donc rien ni personne. Et on commence avec toi David et cette question que tout le monde se pose. Est-ce que Google a mis à jour ses résultats, son algorithme pendant ces 56 jours de ce long confinement ? Oui, alors depuis le début de l'année 2020, nous avions eu droit avec le confinement à 2 updates importants. Le core update du 13 janvier, dont on sait peu de choses, sinon qu'elle vise à améliorer la qualité des résultats, donc débrouille-toi avec ça. Et puis un petit peu plus tard, en février, déduplication des résultats Feature Snippet. C'est-à-dire que lorsque tu es en Feature Snippet, tu n'as plus droit à ton résultat dans les résultats classiques. Voilà, ça datait même du 22 janvier pour être exact. À ce moment-là, on s'est dit, OK, Google démarre fort l'année, il va nous faire courir plutôt pas mal. Mais en fait, non. En février, plus rien. Et début mars, à l'annonce du confinement de la moitié de l'humanité, le 16 exactement, Google a même précisé qu'il ne ferait aucun mouvement, y compris d'ailleurs pour ses produits, par exemple Chrome ou Chrome OS. Mais le 4 mai, tac, Google nous a déconfinés avec un peu d'avance et il a secoué le shaker en fait. Et quels sont les premiers résultats globalement ? Alors pour te répondre globalement, parce que Florian tout à l'heure nous donnera son ressenti plus précis en tant que chef de projet SEO, mais en fait ça a pas mal secoué. Sur Mozcast, qui est un peu l'échelle de Richter du SEO, on a enregistré un pic à 113 degrés, monsieur. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est donc la deuxième plus importante mise à jour de base après la mise à jour Médic d'août 2018 qui avait fait très mal aux mauvais élèves et notamment dans les sites du secteur santé. Donc pour te répondre concrètement, pour le moment, c'est difficile de dire quel type de sites ont été directement visés, quel type de requêtes, dans quel secteur, parce que finalement, ça touche potentiellement tout le monde en fin de compte. C'est pour cela que Google appelle cela une mise à jour globale de qualité. Alors bien sûr, l'instantanéité du web pousse chacun à prendre la parole au plus vite et à nous servir au plus tôt ces analyses. On les comprend parce que la communauté SEO est un peu pressante aussi, impatiente. Mais attention, parce que prendre la parole trop tôt, c'est aussi un piège. Et la conséquence, sont des analyses biaisées. Un manque de recul, des méthodologies pas toujours claires. Je vais t'apporter les observations des différents baromètres et mon petit avis sur la question, justement. Eh bien, vas-y David, on est tout oui. Alors, selon SEMrush, un des plus connus, donc les sites de la catégorie Art and Entertainment, mais aussi les communautés online, ou encore les sites de la catégorie Games, ont été les plus secoués négativement. Donc, toujours d'après SEMrush. À l'inverse, toujours d'après ce baromètre, les sites des catégories News et e-commerce ont bien progressé. Mais tu retrouves des catégories finalement dans les deux versants de l'update négatif-positif. Ensuite, les observations de Sistrix, les sites de santé en Allemagne ont été, d'après Sistrix, les grands perdants de cet update. En UK, les sites relatifs à la musique, paroles de chansons ou diffusion de musique, seraient aussi les grands perdants. Aux US, justement, toujours selon Sistrix, Spotify, par exemple, semble avoir pris sa douille avec moins 15%.
Les sites de santé, de forme physique, très sollicités durant la période de confinement, ont été là aussi les grands perdants. Certains sites de recettes également, ou encore de news. On nous rapporte par exemple que le New York Post aurait perdu 20%, tout comme Newsweek, c'est pas rien. Donc tu vois, derrière l'effet d'annonce, difficile d'y voir, d'y comprendre vraiment quelque chose. Ma recommandation, c'est plutôt la prudence. Voilà, donc en gros, ne criez pas victoire si vous êtes dans la liste des gagnants, et inversement, rangez les mouchoirs si vous voyez votre site dans les perdants. C'est pas très très clair. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement ce que tu as en tête ? Ouais, en fait, ces analyses sont biaisées par nature. C'est pour ça que tu n'y vois pas très clair. Je m'explique. Ces baromètres commettent plusieurs erreurs. D'abord, ils comparent des tendances de trafic SEO estimées par leurs outils. Un premier biais, ce qui est vrai chez eux, elle n'est pas forcément chez vous avec tes propres outils, surtout quand on t'annonce que tu as une baisse de 5%. Mais surtout, ce sont des comparaisons à un jour. C'est, d'après moi, le deuxième biais. C'est-à-dire que concrètement, l'update, après l'update, ton trafic SEO estimé a évolué comment par rapport au jour d'avant la mise à jour. Donc on peut dire que c'est une sottise, puisque les updates de Google s'étalent en réalité sur plusieurs jours. Google n'a d'ailleurs, au moment où l'on enregistre, pas encore confirmé la fin de l'update. Donc des ajustements sont encore en cours. Ce qui était vrai le lendemain de l'annonce de l'update ne l'est plus le surlendemain, et alors 7 jours plus tard, je ne t'en parle pas. Alors justement, c'est Moz qui fait cette observation judicieuse par l'intermédiaire de Dr. Pete, son marketing scientist. Et je vous invite à lire son analyse, sa recommandation. C'est plutôt justement de faire cette analyse 7 jours après, donc, et pourquoi pas au-delà. Donc il fait la démonstration, si tu passes à 2 jours puis à 7 jours après l'update, les classements ne sont plus du tout les mêmes, et donc l'histoire est totalement différente. Donc notre recommandation, c'est plutôt, comme toujours, de faire ses propres analyses avec des outils fiables et avec patience. Et oui, parce que pas de patience, pas de science. Florian, tu voulais réagir ? Oui, effectivement. Alors, on se souvient très bien de cette annonce d'un gel des mises à jour qui nous paraissait toute naturelle dans ce contexte. Les brick and mortar obligés de fermer, un monde confiné déjà bien préoccupé. Le digital a pris une place encore plus importante. Et dans cette volonté que Google a d'aider les entreprises en ligne, ce gel nous paraissait donc tout naturel, comme je viens de le dire. C'est donc à notre grande surprise que le 4 mai, comme vient de le préciser David, que Danny Sullivan confirme le déploiement de cette deuxième mise à jour. D'autant plus que le 4 mai, en plus d'être la journée internationale Star Wars, May the 4th, c'est aussi la Saint-Florian. Le saint patron de la Pologne, de la ville de Linz, des ramoneurs, des pompiers, des brasseurs et d'une partie des projets SEO chez WAM. Rien que ça, mais oui. Merci pour ces précisions, Florian. Pour revenir à nos moutons, sinon, as-tu observé des changements dans les SERP ? Alors effectivement, comme tous les chefs de projet, je me suis empressé de regarder attentivement l'évolution des positions, notamment grâce à l'outil Stats, qui nous permet de suivre une évolution quotidienne des changements dans les résultats. Alors, suivant les clients, on peut suivre une centaine, quelques milliers de mots-clés en fonction de la taille du site, mais aussi du domaine. Et pour certains sites e-commerce, notamment deux, j'ai vu une augmentation assez importante de la visibilité, notamment sur le top 3. Donc, une augmentation de quasi 30%. Depuis le 4 mai sur l'ensemble des mots-clés. Donc, c'est vraiment pas négligeable dans cette proportion, sachant que dans ce genre d'update, on sait qu'il y a quand même un volume assez important de mots-clés qui évoluent. Et là, je parle de mots-clés qui ont plus de 60 000 recherches par mois. Et par rapport à cette core update, c'est vraiment favorable pour résumer ? Ouais, c'est vraiment favorable. Alors après, comme le disait David, faut être assez prudent. Là, on est sur une évolution sur une semaine, un petit peu plus. Faudrait garder dans le temps. Aussi, il faut savoir que sur ces sites, on a énormément travaillé sur ces 12 derniers mois dans la définition des pages catégories, le maillage interne, des performances. Mais la progression depuis le 4 est assez frappante. Après, c'est difficile de rattacher ça complètement à ce changement d'algorithme, avec tout le travail qui a été effectué. Il faut savoir que Google aussi donne que très peu d'informations, voire pas du tout. Les sites aussi, donc durant le confinement, étaient très peu actifs. Donc du coup, ces dernières semaines, il y a eu pas mal d'évolutions sur les sites. Du coup, il y a pas mal d'éléments qui font qu'il y a eu des changements, donc positifs en l'occurrence pour nos clients, enfin sur ces deux cas en tout cas. Mais plus généralement,
De ce que j'ai vu, je pense que c'est surtout les sites e-commerce qui ont été impactés de façon positive. Mais après, on est à 2 semaines de ces changements et il faut continuer à surveiller, bien évidemment. Donc, ça veut dire beaucoup de changements sur les moteurs pendant le confinement ? Effectivement, énormément de changements durant cette période. Il y a une vraie volonté de Google d'aider les entreprises à traverser cette période, mais aussi d'informer les utilisateurs. Les informer sur le Covid-19, mais aussi sur les entités avec lesquelles ils ont l'habitude d'interagir, si je peux dire, du restaurant de quartier au site e-commerce, c'est plus important. Il y a eu pas mal de nouveautés du coup dans les pages de recherche, mais aussi beaucoup de directives de la part de Google. Tu as des exemples en tête ? Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, il y a eu des conseils pour suspendre l'activité de mon site sans impacter le SEO. Malheureusement, certains ont dû passer par cette étape. Et sans être accompagné d'une agence SEO ou avec un peu moins de connaissances en SEO, cela peut avoir un impact vraiment important sur la visibilité. Et Google a donc publié des conseils sur la façon d'opérer pour aider les différents sites. Ouais. Tu penses notamment à Google My Business, par exemple ? Sur Google My Business également, effectivement. Tout d'abord sur la mise à jour des horaires spécifiques. Il y a aussi la possibilité d'indiquer que l'établissement est temporairement fermé. Pour la restauration et les magasins, il y a eu la possibilité d'ajouter des attributs de type à emporter et à livraison. Donc, il y a eu énormément de recherches aussi sur ce type de mots-clés. Du coup, ça a été vraiment important pour les restaurants et les magasins d'indiquer ce nouveau service. Il y a aussi un nouveau format sur les posts Google My Business avec des posts qui durent 14 jours au lieu de 7 jours. Mais il y a également des données on-site, donc des données structurées spéciales Covid pour l'annonce d'instructions en lien avec donc le Covid, donc sur des guidelines, des informations sur la fermeture, des restrictions de déplacement, restrictions d'achat, donc tout un tas d'informations qui sont nécessaires pour l'entreprise et pour l'utilisateur. Google aussi propose aussi l'ajout de liens dans le profil Google My Business pour aider financièrement les entreprises touchées par le Covid. En l'occurrence, la possibilité d'acheter des chèques cadeaux ou faire des dons, de beaucoup de choses qui peuvent aider justement les entreprises durant cette période assez difficile. Donc pas mal de formats pour que les entreprises communiquent, mais il y a aussi des efforts de Google à mettre en place des informations sur le Covid-19. Donc vous avez dû le voir en réalisant une recherche Covid-19. On a vraiment une page de résultats vraiment unique. Je vous invite à regarder pour retrouver ces informations. Mais à gauche, on a ce qui est unique pour Google, des informations sur les symptômes, la prévention. À droite, on retrouve une carte interactive avec le nombre de cas, des ressources encore. Puis, on a les résultats naturels. On retrouve des actualités, des ressources locales, donc par sujet, un encart pour un autodiagnostic, le site du gouvernement. Ensuite, on a des autorités locales et sanitaires sur Twitter, des vidéos, des questions fréquentes comme les PAA qu'on retrouve d'habitude. Donc, il y a vraiment une page qui est vraiment unique et vraiment adaptée à cette situation, quoi. Sans parler de Google Duplex. Effectivement, il y a aussi Google Duplex, donc qui vient d'être déployé en Espagne. Elle va notamment contacter les commerces dans le but de connaître leur horaire pendant la pandémie pour mettre à jour les informations indiquées dans Google Maps et Google Search. Donc pour rappel, donc ça avait été présenté en 2018 par le PDG de Google. Donc Duplex est couplé à l'assistant de Google pour effectuer des tâches. Donc l'outil se substitue aux particuliers afin d'effectuer par exemple des réservations dans un restaurant ou de commander des tickets de cinéma. Il y a eu beaucoup de changements, et d'autres sont-ils justement pas liés au Covid-19 ? Oui, effectivement, il y a eu un changement aussi important pour les e-commerçants, notamment sur Google Shopping. Donc aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir utiliser gratuitement ce service de Google. Donc là encore, il y a une vraie volonté de Google d'aider les entreprises à vendre directement sur Google, mais il y a aussi, je pense, une volonté de concurrencer Amazon qui est devenu vraiment le moteur de recherche pour les produits, quoi. Donc ces changements sont prévus en France pour fin 2020. Donc les e-commerçants pourront mettre en avant leurs produits dans Google Shopping gratuitement, sachant qu'on retrouvera toujours le bandeau payant au-dessus de ces résultats. Mais là, on a vraiment une réelle opportunité pour tous les commerçants. Et c'est aussi une manière pour Google de transformer un prospect en client de sa solution payante ?
Oui, alors je me permets d'intervenir, mais effectivement, c'est une tendance de fond d'ailleurs depuis plusieurs mois. Finalement, Google préempte de plus en plus de verticales. On peut citer dans l'emploi, par exemple, notamment Florian avec l'un de ses clients, le Vie, mais aussi et surtout le tourisme avec Google Hôtel. Voilà en fait comment ça fonctionne dans le tourisme. En fait, la chaîne de valeur compte 3 acteurs, les fournisseurs, l'agrégateur et la demande. Google contrôle la demande, mais les agences de voyage contrôlent les offres et gèrent ce que Google ne veut pas faire, c'est-à-dire gérer le paiement et la relation avec le client final. Les agences de voyage, du coup, payent Google pour obtenir cette demande via des ads ou le fait de paraître dans Google Hôtel. Et dans ce système, le produit n'est plus l'offre, mais l'utilisateur contrôlé par Google. Et là, c'est la même chose. Voilà, tout simplement. Un dernier exemple pour la route ? Oui, alors si vous le permettez, effectivement, il y a une nouveauté qui m'a été signalée par Brice, l'un de nos chefs de projet, notre développeur maison même, qui nous a signalé en fait la création de Web Vitals. Alors que se cache-t-il donc derrière cet intitulé mystérieux ? Alors voilà le pitch de Google. L'optimisation de la qualité de l'expérience utilisateur est la clé du succès à long terme de tout site web. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, responsable marketing ou développeur, Web Vitals peut vous aider à quantifier l'expérience de votre site et à identifier les opportunités d'amélioration. En résumé, pour faire un peu plus simple, en fait, Web Vitals, c'est une initiative de Google pour fournir des conseils unifiés sur les signaux de qualité qui sont essentiels pour offrir une expérience utilisateur au cordeau sur le web. Comprenez des pages qui se chargent super rapidement. En fait, ces dernières années, Google nous a quand même fourni et abreuvé même d'un certain nombre de métriques et d'outils. On peut citer Lighthouse, Chrome DevTools, PageSpeed Insight, Speed Console Search, Report. En fait, tout ça pour mesurer et rendre compte des performances de tes pages et de ton site web. Le truc, c'est que cette abondance d'outils est surtout destinée à une population de développeurs. Il faut une vraie expertise pour bien les utiliser et pour bien les comprendre, et notamment parce qu'ils proposent une multitude de métriques assez complexes d'ailleurs, à interpréter et à aborder pour un non-développeur. Donc moi j'en fais partie et nos clients décideurs nous remontent d'ailleurs régulièrement cette question, quel indicateur devons-nous réellement suivre dans cette jungle ? Donc l'initiative Web Vitals vise à simplifier tout ce paysage et à aider les décideurs à se concentrer sur quelques mesures les plus importantes, ce qu'on appelle donc les Core Web Vitals. Alors lesquels sont-ils ces indicateurs de perf ? Alors il y en a 3, je vais te les faire en anglais quand même si ça va faire marrer. Alors il y a les LCP, Largest Contentful Paint. Ça mesure la performance de chargement de la page pour offrir une bonne expérience utilisateur. Le LCP doit se produire en moins de 3 secondes, suivant le début de chargement de la page. Voilà. Le feed, First Input Delay, en fait, ça mesure le temps qui s'écoule pour qu'il y ait une première interactivité avec la page. Donc, pour offrir une bonne expérience utilisateur, les pages doivent avoir un feed inférieur à 100 millisecondes. Et puis le troisième, le dernier, c'est Cumulative Layout Shift, CLS, qui mesure la stabilité visuelle. C'est assez intéressant. En fait, souvent, tu te rends compte, avant que la page est totalement chargée, tu essayes de cliquer sur un bouton, mais en fait, comme tout n'a pas chargé, ça décale tout, et en fait, des fois, tu te retrouves à cliquer sur un bouton que tu ne voulais pas. Bref, il faut que les pages aient conservé un CLS, une stabilité inférieure à 0,1, voilà, dans l'outil que nous propose Web Vitals. Donc en résumé, Google estime que les Core Web Vitals sont essentiels à toutes les expériences web. En conséquence, il s'engage à faire remonter ces 3 métriques désormais dans tous ces outils. Alors ce sera bientôt disponible partout. C'est déjà disponible sur Chrome User Experience Report. Ce sera disponible bientôt sur PageSpeed et bientôt sur Search Console. Comme ça, tu auras 3 outils avec les 3 métriques essentielles et tout le monde sera au carré. Je trouve l'initiative salutaire parce qu'il faut bien avouer que les propositions de métriques sont pléthoriques en la matière et on avait du mal à s'y retrouver. En effet, ça ne manque pas. Merci David. On va observer les changements de comportement à présent avec toi. Olena, qu'est-ce qui a retenu ton œil de web analyste pendant ce confinement, dis-nous ? Oui Nicolas, nous sommes
tous concernés par ce sujet, d'un côté comme des spécialistes du marketing, mais d'autre côté, nous sommes nous-mêmes des consommateurs des biens et des services proposés par les différents acteurs économiques. Donc la question, c'est quel a été l'impact de la pandémie et du confinement sur la vie quotidienne des Français et qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir suite au changement de nos habitudes et notre comportement provoqué par cette crise. Donc je vais commencer par donner quelques pistes clés de ce confinement. En général, l'épidémie a provoqué la réduction de l'activité française de près d'un tiers. Au début du confinement, le trafic web était en chute libre pour la plupart des industries. Avec la propagation du virus, les consommateurs étaient concentrés plutôt sur des biens essentiels et ils ont reporté les achats non prioritaires. Et les conditions actuelles nous ont obligés à trouver d'autres moyens de communication et d'augmenter notre présence en ligne, comme c'est le cas avec le télétravail, les visioconférences, les achats en ligne ou livraison à domicile. Et donc, Olena, quels sont les domaines les plus touchés par cette crise ? Alors, parmi les domaines les plus touchés par le confinement, on retrouve le secteur du voyage, qui est en toute logique le plus impacté, notamment les plateformes de voyage en ligne, qui ont enregistré une baisse de plus de 90% du trafic. Il y a aussi des sites de compagnies aériennes. Le trafic est aussi en baisse près de 60%. Ensuite, ce sont des plateformes de location de voitures et aussi l'industrie hôtelière avec une réduction de plus de 50%. Étant donné que la consommation pendant le confinement était concentrée sur des besoins immédiats et avec le délai de livraison parfois rallongé, nous constatons la baisse du trafic et des ventes pour certains domaines non essentiels, comme les ventes de mode, de luxe, cosmétiques. Mais en même temps, l'intérêt augmente pour les produits maison, jardinage et équipements sportifs. Alors, il faut dire que la situation est inverse pour le e-commerce alimentaire, qui enregistre jusqu'à 4 fois plus de trafic grâce à la livraison des courses à domicile et en retrait en drive. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y a des gagnants dans cette situation ? À mon avis, nous sommes tous perdants dans cette situation, honnêtement, mais dans tous les cas, nous pouvons constater quelques changements du comportement en hausse pour certains services. Il s'agit dans un premier temps des outils de collaboration en ligne, comme Zoom ou Slack. C'est aussi le cas pour les plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, qui a, selon les différentes études, environ 50% plus d'utilisateurs. Ensuite, ce sont des plateformes de courses en ligne, comme le sport, la cuisine ou les formations professionnelles. Il faut aussi noter ici que les acteurs qui ont gagné des utilisateurs à court terme grâce au confinement, même s'ils peuvent faire de l'engagement avec un certain nombre de ces utilisateurs à long terme, on attend dans tous les cas une baisse d'intérêt pour ces plateformes après le déconfinement. Et à ton avis, quelles seront les tendances dans le comportement d'utilisateurs après le confinement, si tant est qu'on puisse les prévoir ? Sans doute que la pandémie va avoir un impact à long terme sur nos besoins et comportements en tant que consommateurs. Première chose que je note, c'est l'augmentation de notre présence en ligne en général. Je donne un exemple. Selon les études, la moitié des utilisateurs ayant effectué les courses en ligne pendant le confinement, ce sont de nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais utilisé ce service auparavant. Et donc, il est fort probable que l'utilisation de services en ligne continuera d'augmenter même après le confinement. La deuxième chose, c'est le risque de réaccélération de l'épidémie peut aussi changer nos habitudes dans le domaine touristique et nous réorganiser plutôt vers le marché interne, local. Aussi, l'expérience avec les différents outils de télétravail et la limitation des déplacements peuvent nous diriger vers l'utilisation plus importante de ces différents services en ligne dans notre travail. Le dernier point que je peux remarquer, c'est les acteurs qui sont peu présents sur web vont penser de s'adapter leur stratégie et ajouter plus de flexibilité à leur activité en ligne pour pouvoir répondre aux besoins actuels. Merci Olena. Alors dites-moi, parmi tout ce que vous avez pu voir, lire, entendre pendant ce confinement qui a vraiment forcément bouleversé la donne, est-ce qu'il y a des contenus en particulier, des contenus de fond qui vous auraient marqué ? David, par exemple, je vois que tu voulais prendre la parole. Et oui, donc comme nous l'a rappelé Olena, durant ce confinement, l'activité humaine s'est déportée en ligne. Donc l'offre de contenu a littéralement explosé.
Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement pour sortir de tout ce brouhaha médiatique, que justement certains ont opté pour une tendance que l'on a déjà abordée dans ce Swampcast d'ailleurs, c'est-à-dire le produire moins mais produire mieux. Et ce mantra, certains en ont fait une signature. Je commencerai par le New York Times. Alors j'ai 2 exemples, mais on aurait pu en trouver plein d'autres. Déjà connu pour ses fabuleux formats de Year in Visual Stories and Graphics. Le contenu qui m'a le plus marqué s'intitule How the Virus Go Out, donc publié assez tôt d'ailleurs, le 22 mars en pleine tempête, ou comment le virus du Covid-19 s'est diffusé à travers le monde. Donc les 4 journalistes ont recréé la chronologie des faits en partant de ce fameux marché aux animaux de Wuhan et ont analysé les mouvements de centaines de millions de personnes pour montrer pourquoi et comment surtout ce virus s'est propagé à travers le monde. Et la vraie prouesse que j'ai trouvée, elle est visuelle. Vous scrollez le contenu et à chaque mouvement, vous passez à une autre étape de propagation. On voit des milliers de points qui circulent, qui matérialisent les flux de population. Et cela donne une représentation claire de ce qui se produit tous les jours, du moins dans la vie d'avant, à partir des hubs, les marchés, les gares, les aéroports. Des foules immenses se croisent pour se rerouter dans toutes les directions pour rejoindre leur destination. Et en fait, l'emploi de la couleur pourpre pour matérialiser les populations, j'ai trouvé que ça symbolisait un peu les globules rouges et le monde devient ce corps dans lequel ce satané virus s'est propagé à une vitesse éclair. Bon, c'est ma libre interprétation, bien sûr, mais je vous invite à le parcourir. Cet article est instructif, innovant. On le lit jusqu'au bout et pour le coup, assez spectaculaire. Voilà, donc c'est beaucoup plus digeste que 5 pages d'écrit et j'ai trouvé ça super intéressant, impressionnant même. J'ai même envie de vous dire, c'est du grand journalisme. Tu as un exemple en France aussi, Ouais, dans l'Hexagone, vous avez dû le voir sans doute dans Le Monde, qui a proposé d'ailleurs plusieurs articles un petit peu sous la même forme, la même patte graphique, avec des moyens plus modestes que le New York Times, mais là aussi 4 journalistes qui ont écrit « Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ?» Alors ça date du 26 avril. Et ils s'emploient à répondre à la question avec un maximum de visuels. Ils répondent d'ailleurs aux questions « Que se passe-t-il si on lève le confinement d'un coup ?» Ils ont expliqué la notion de pic épidémique, la notion d'effet de deuxième vague, quelle solution pour éradiquer le virus, en l'occurrence, qu'est-ce que l'immunité collective ou l'immunité vaccinale. Et tout ça avec des tout petits paragraphes et surtout des beaux visuels qui nous permettent de bien comprendre ce qui se passe, parce qu'il faut bien avouer que c'était pas forcément évident et quelquefois dans une certaine cacophonie. Et puis la dernière question, c'est quel scénario de déconfinement ? Voilà, alors ils ont répondu à plein d'autres questions. Visuellement, c'est très bien fait. C'est beaucoup plus clair à comprendre. Ils ont d'ailleurs réitéré l'expérience plusieurs fois durant le confinement, avec des visuels aussi interactifs. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très bon. On vous partagera d'ailleurs les URL. Ouais, parce que ça parlera davantage qu'une explication avec juste des voix sur un podcast. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou on a fait le tour de la question, même si on pourrait en parler encore longtemps, je pense, du bilan de ce confinement ? Non ? Je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais, je pense qu'on a été bien exhaustif. Sinon que ça fait plaisir de se revoir. C'est clair. Ouais, ça faisait longtemps. Merci à tous les 3. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour ce 9e podcast. N'hésitez pas à réagir sur le site wam-référencement.fr, sur Aoucha et sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter @wamref. Vous pouvez aussi bien entendu partager ce Wamcast sur vos propres réseaux sociaux. Sur ce, rendez-vous d'ici 2 semaines pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut.